Que feriez-vous si vous découvriez que vous portez l'enfant de l'homme qui vient de vous jeter à la rue sans pitié? Élise Dubois, brillante biochimiste, est trahie par ses plus proches et chassée de sa propre maison par son mari, Antoine Chevalier, en l'espace d'une seule nuit. Seul, transi de froid dans sa voiture, les deux traits sur le test de grossesse n'apparaissent pas comme une promesse de bonheur, mais comme une cruelle condamnation. Pourtant, c'est cette vie naissante qui allume en elle une flamme extraordinaire, transformant la douleur en moteur. Poussé dans vos derniers retranchements, oseriez-vous faire de cette douleur votre arme la plus affûtée, utiliser votre intelligence pour bâtir un empire sur des cendres, et faire payer le prix fort à ceux qui ont détruit votre vie? Le tapis blanc de pétales de rose éparpillés sur la pelouse impeccable semblait trembler, tandis que le son lointain des pales d'un hélicoptère fendait la mélodie du quatuor à cordes. 300 invités sur leur 31 se tournèrent depuis l'hôtel orné de fleurs en direction du bruit, protégeant leurs yeux du soleil de l'après-midi. Antoine Chevalier, héritier de l'un des plus grands empires pharmaceutiques du pays, resta figé devant l'hôtel. La couleur quitta son visage lorsqu'il reconnut l'élégant hélicoptère noir qui descendait sur le domaine familial. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Sa fiancée, Céline Moreau, lui agrippa le bras. Son bracelet en diamant s'enfonça dans la peau d'Antoine, mais il ne put répondre. Le souffle lui manqua lorsque la porte de l'hélicoptère s'ouvrit et qu'une femme vêtue d'un élégant tailleur pantalon blanc émergea, ses cheveux couleur caramel flottant dans le vent des pales qui ralentissaient. Ensuite, deux petites silhouettes apparurent derrière elle. Des jumeaux, un garçon et une fille d'accent grave peine 6 ans, tenant chacun une de ses mains alors qu'ils marchaient avec assurance vers la cérémonie de mariage. La mère d'Antoine eut un hoquet audible. Tout le monde pouvait le voir. Les enfants avaient les yeux d'Antoine, la chute du paradis. 6 ans plus tôt, Antoine Chevalier et Élise Dubois étaient la définition même du couple de pouvoir. Il était le brillant héritier des laboratoires Chevalier et elle, une biochimiste dont les recherches avaient déjà sauvé d'innombrables vies. Leur mariage avait été l'événement mondain de la saison. Leurs vœux avaient été échangés dans ce même jardin où Antoine se tenait maintenant avec une autre femme. Leur mariage semblait parfait, passionné, solidaire et bâti sur le respect mutuel. Ils parcouraient le monde ensemble, donnaient des millions à des œuvres de charité et se préparaient à fonder une famille. Cependant, en coulisses, des tempêtes se formaient. Stéphane, l'ami d'enfance d'Antoine, rejoignit les laboratoires Chevalier en tant que directeur financier, introduisant sa sœur Céline dans leur cercle social. Ce que personne ne savait, c'est comment ces deux-là allaient systématiquement détruire tout ce qu'Antoine et Élise avaient construit. Le domaine Chevalier scintillait dans la nuit, tandis que le personnel en uniformes impeccables circulait lors du gala de charité annuel. Antoine observait sa femme de l'autre côté de la salle de bal bondée, admirant la façon dont Élise captait l'attention dans sa robe émeraude tout en discutant de ses dernières recherches avec le ministre de la Santé. 6 ans de mariage n'avaient fait qu'approfondir son attirance pour son esprit brillant et son cœur bienveillant. « C'est une femme incroyable », dit Stéphane en apparaissant à côté d'Antoine avec 2 verres de cognac. « Tu es un homme chanceux. » Antoine accepta le verre avec un sourire. « Je sais. Les essais cliniques pour son protocole de traitement du cancer montrent des résultats incroyables. La direction est ravie. » Stéphane hocha la tête, ses yeux suivant Élise alors qu'elle riait de quelque chose que Céline avait dit. « Ça doit être agréable d'avoir la beauté et l'intelligence sous le même toit. »« Bon, on essaie d'avoir un bébé, tu sais, » confia Antoine, le cognac émoussant sa réserve habituelle. Mais Élise a tout planifié. Elle dit que ce mois-ci, c'est le moment parfait. Le sourire de Stéphane se durcit, de façon presque imperceptible. La paternité, ça change tout. Plus tard cette nuit-là, Élise sortit de sa salle de bain privée pour trouver Antoine assis sur le bord du lit, son téléphone à la main. Son visage était méconnaissable, contracté par la rage et la trahison. « Antoine, que fais-tu avec mon téléphone ? Et qui est Julien ?» Sa voix était dangereusement calme. Le front d'Élise se plissa de confusion. « Julien ? Je ne connais aucun Julien. » « Ne me mens pas », il lui jeta le téléphone, lui montrant des SMS qu'elle n'avait jamais vus. Des messages intimes, des plans explicites de rendez-vous.
Tu le vois depuis 3 mois? Dans notre lit, Élise, pendant que j'étais en voyage d'affaires? Antoine, je n'ai jamais vu ces messages. Je ne connais pas de Julien. Ses mains tremblaient tandis qu'elle parcourait des conversations qui semblaient provenir de son numéro, mais qui contenaient des mots qu'elle n'avait jamais écrits. Son parfum était sur tes vêtements. Il savait des choses sur notre maison que seule une personne qui y est venue pourrait savoir. Antoine se leva, passant ses mains dans ses cheveux sombres. Stéphane l'a découvert. Le détective privé a tout confirmé. Stéphane? L'esprit d'Élise s'emballa. Antoine, c'est faux. Quelqu'un a fabriqué ces messages. Je n'ai jamais. La porte de la chambre s'ouvrit et Stéphane entra sans frapper. La sécurité a trouvé ça dans sa voiture. Il tendit à Antoine un petit sac contenant une montre d'homme et la carte clé d'un hôtel. Je n'ai jamais vu ça, cria Élise, tentant d'atteindre Antoine, qui recula comme si son contact le brûlait. Dehors, murmura Antoine, puis plus fort. Dehors. Dehors de ma maison. Antoine, s'il te plaît, je suis ta femme. Je t'aime. Les larmes coulaient sur son visage tandis que Stéphane faisait signe aux agents de sécurité qui attendaient dans le couloir. Plus maintenant. Je veux que les papiers du divorce soient rédigés ce soir, Stéphane. C'est déjà fait, répondit Stéphane, sans un regard pour le visage désespéré d'Élise. Les instants suivants se déroulèrent dans un flou horrible tandis que la sécurité escortait Élise hors de la chambre. Elle supplia Antoine de l'écouter, de penser logiquement, pourquoi te tromperais-je alors que nous essayons d'avoir un bébé? Mais la pensée rationnelle l'avait abandonnée, remplacée par une rage primitive, alimentée par ce qui semblait être une preuve irréfutable. En 30 minutes, Élise se retrouva à l'entrée de sa maison en chemise de nuit, regardant le personnel mettre à la hâte des valises dans le coffre de sa voiture. Antoine l'observait depuis le balcon, son visage un masque de pierre, tandis que Stéphane s'asseyait à côté de lui, une main sur son épaule en un geste de réconfort apparent. Vos badges d'accès ont été désactivés, l'informa froidement le chef de la sécurité. Vos comptes seront gelés demain matin. Monsieur Chevalier suggère que vous n'essayiez pas de le contacter, ni lui, ni personne de l'entreprise. La pluie commença à tomber alors qu'Élise montait dans sa voiture, suffoquant entre deux sanglots. Son téléphone vibra avec une notification. Accès à votre email révoqué. Puis une autre. Votre accès au bâtiment a été résilié. Puis une troisième. Un avis préliminaire de procédure de divorce. À 8 km du domaine, elle s'arrêta sur le parking d'une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 et resta là, tremblante sous les néons. Ça ne pouvait pas arriver. Il devait y avoir une explication. Quelqu'un l'avait piégée. Mais qui? Et pourquoi? Son esprit se tourna immédiatement vers le comportement étrange de Stéphane ces derniers mois. La façon dont il semblait toujours apparaître chaque fois qu'elle et Antoine avaient un désaccord. Ces suggestions subtiles qu'elle travaillait peut-être trop ou voyageait trop souvent. Puis, une vague de nausée la submergea. Une sensation familière des derniers matins qu'elle avait attribuée au stress. Les mains tremblantes, elle sortit de la voiture, entra dans la pharmacie et acheta un test de grossesse. 3 minutes plus tard, en regardant le résultat positif dans les toilettes stériles de la pharmacie, le monde d'Élise Dubois s'effondra complètement. Elle était enceinte de l'enfant d'Antoine, sans abri, et faisait face à un divorce brutal, orchestré par quelqu'un qu'elle soupçonnait maintenant de la manipuler depuis des mois. Le lendemain matin, à Lyon, elle se gara près de l'immeuble de bureau d'Antoine, déterminée à le forcer à l'écouter, mais la sécurité l'intercepta avant qu'elle n'atteigne la porte. « Monsieur Chevalier ne veut pas vous voir, Madame Chevalier, » dit le garde, mal à l'aise mais ferme. « Dites-lui que je suis enceinte, » supplia-t-elle. « S'il vous plaît, dites-lui juste ça. » Le garde disparut à l'intérieur. 10 minutes insupportables plus tard, il revint.
Monsieur Chevalier dit que, compte tenu de votre infidélité, il n'a aucune raison de croire que l'enfant est de lui. Son avocat vous contactera pour un test de paternité après la naissance. Les jambes d'Élise cédèrent sous la cruauté de ces mots. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir Stéphane, observant depuis le hall, son expression illisible. Cet après-midi-là, elle découvrit que ses cartes de crédit avaient été annulées. À la tombée de la nuit, ses amis les plus proches avaient cessé de l'appeler. Tous faisaient partie du même cercle social qu'Antoine. Alors que la nuit tombait, elle dormait dans sa voiture sur le parking d'un supermarché, enceinte de 7 semaines et complètement seule. Elle ne le savait pas encore, mais l'échographie qu'elle ferait 2 semaines plus tard révélerait une surprise encore plus grande. Des jumeaux. L'ascension de la reine. Que feriez-vous si votre monde s'effondrait? Abandonneriez-vous ou vous lèveriez-vous pour vous battre? Laissez votre commentaire maintenant en disant ce que vous feriez à sa place. Le premier rayon d'espoir vint sous la forme de Geneviève Martin, une femme âgée qui trouva Élise en train de vomir près de sa voiture un matin de bonne heure. Soit vous êtes enceinte, soit vous êtes mourante, ma petite, observa Geneviève avec une franchise surprenante. Dans tous les cas, vous avez besoin d'aide. Geneviève, une veuve qui avait perdu sa fille unique d'un cancer des années auparavant, offrit à Élise l'ancienne chambre de sa fille jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre sur pied. C'est dans le modeste foyer de Geneviève qu'Élise trouva enfin l'espace pour réfléchir clairement à ce qui s'était passé et planifier sa riposte. Elle mit en gage son alliance pour 12 000 €, une fraction de sa valeur, mais assez pour le suivi prénatal et un ordinateur portable d'occasion. Puis, elle commença à documenter méticuleusement tout ce qui s'était produit, à créer des chronologies et à rassembler les preuves qu'elle pouvait récupérer. L'image qui se dessina confirma ses soupçons. Stéphane, avec l'aide de Céline, avait orchestré sa chute. Mais pourquoi? Que avait-il à y gagner? La réponse vint d'une source inattendue. Alors qu'elle cherchait des offres d'emploi dans un café, Élise entendit 2 chercheurs en pharmacie discuter d'irrégularités dans les récents rapports d'essais médicamenteux des laboratoires Chevalier. Les chiffres ne collent pas, murmura l'un. Les profils d'effets secondaires ont clairement été modifiés avant la soumission. Stéphane a tout signé, répondit l'autre. Antoine n'a probablement même pas vu les données originales. L'esprit scientifique d'Élise se mit en marche. Elle avait travaillé sur ces mêmes essais avant d'être expulsée. Si Stéphane falsifiait des données, ce n'était pas seulement une fraude, c'était dangereux. Des gens pouvaient mourir, et si elle était restée, elle l'aurait peut-être découvert. Cette nuit-là, berçant son ventre qui s'arrondissait, Élise prit une décision. Antoine l'avait complètement laissé tomber, choisissant la rage aveugle plutôt que la confiance. Elle ne permettrait pas aux manigances de Stéphane de nuire à des innocents ou de voler l'avenir de ses enfants. « Votre père n'a pas voulu de nous », murmura-t-elle à ses jumeaux à naître. « Mais ce n'est pas grave. Nous allons construire quelque chose de si spectaculaire qu'un jour, il réalisera exactement ce qu'il a jeté. » Les nausées matinales portaient mal leur nom. Élise le découvrit en vomissant pour la 3e fois cet après-midi-là. Enceinte de 4 mois de jumeaux, son corps changeait rapidement, rendant presque impossible de cacher sa condition lors des entretiens d'embauche. « Je suis désolé, docteur Dubois », dit le directeur du laboratoire, sans la regarder dans les yeux. « Vos qualifications sont impressionnantes, mais nous avons déjà pourvu le poste. » C'était la même réponse qu'elle avait reçue dans 5 autres instituts de recherche. Quelqu'un, très certainement Stéphane, l'avait mise sur une liste noire dans toute l'industrie. Geneviève la trouva en train de pleurer sur le porche ce soir-là. « Courage, ma petite », dit la vieille dame en s'asseyant à côté d'Élise.
Le monde ne s'arrête pas juste parce qu'un homme a été trop sot pour voir votre valeur. Ce n'est pas seulement Antoine, expliqua Élise. Personne ne m'embauche. Mon expérience en recherche ne signifie rien quand Stéphane leur dit que je suis instable ou malhonnête. Geneviève réfléchit. Alors, peut-être que vous devez rencontrer des gens qui n'ont jamais entendu parler de Stéphane Moreau. Le lendemain, Geneviève emmena Élise dans une petite clinique communautaire qui servait principalement des patients à faible revenu. La salle d'attente était bondée, le personnel débordé. Mon ami, le docteur Hélène Bernard, dirige cet endroit, expliqua Geneviève. Elle ne se soucie pas des politiques pharmaceutiques, seulement d'aider les gens. Le docteur Bernard était une tornade sous forme humaine, une chercheuse brillante qui avait quitté un poste prestigieux pour servir ceux qui n'avaient pas accès à des soins médicaux adéquats. Après une conversation de 5 minutes sur l'expérience de recherche d'Élise, elle lui offrit un travail à temps partiel pour analyser les données des patients. « Je ne peux pas vous payer ce que vous valez, docteur Dubois, prévint le docteur Bernard. Et je vois que vous attendez des jumeaux. Élise hocha la tête. Ça se voit à votre façon de bouger. Présentation gémellaire classique, expliqua le docteur Bernard. Écoutez, ce n'est pas un travail glamour, mais c'est honnête, et personne ici ne vous jugera d'être enceinte et célibataire, si c'est ce qui vous inquiète. Pour la première fois depuis des mois, Élise sentit une lueur d'espoir. Quand puis-je commencer ? Le travail était en effet peu glamour. Organiser les dossiers des patients, analyser les résultats des traitements et aider à optimiser les protocoles de la clinique. Mais cela gardait l'esprit d'Élise vif et lui fournissait un revenu suffisant pour compléter ce qu'elle avait obtenu de son alliance. Enceinte de 7 mois, elle entra dans le bureau du docteur Bernard avec une découverte qu'elle ne pouvait ignorer. Il y a une tendance chez ces patients atteints de cancer, expliqua Élise, étalant des graphiques sur le bureau. Ceux qui prennent le nouveau médicament des laboratoires Chevalier présentent des complications hépatiques à un taux 3 fois supérieur à celui rapporté. Le docteur Bernard étudia les données. C'est inquiétant. Vous en êtes sûr ? La taille de l'échantillon est petite, mais la tendance est indéniable, confirma Élise. Et cela coïncide avec ce que j'ai entendu sur la falsification des données d'essai. L'expression du docteur Bernard s'assombrit. Nous devrions signaler cela à la NSM. Avec quelle preuve, soupira Élise. Ils diront que notre ensemble de données est trop limité. Nous avons besoin de plus de preuves. Ce dont nous avons besoin, dit le docteur Bernard pensivement, c'est de développer un traitement alternatif, quelque chose de plus sûr. Élise cligna des yeux. Cela prendrait des années et des millions de fonds. Pas nécessairement, sourit mystérieusement le docteur Bernard. J'ai un laboratoire entièrement équipé chez moi. C'est là que je mène mes propres recherches après les heures de travail. Il est peut-être temps que vous le voyiez. Le laboratoire du docteur Bernard s'avéra être une installation de pointe, construite dans ce qui avait été autrefois une grange sur sa propriété. Mon défunt mari m'a laissé très à l'aise, expliqua le docteur Bernard. J'utilise mon héritage pour financer des recherches que les grandes entreprises ne toucheraient pas. Des traitements pour des maladies rares, des alternatives abordables aux médicaments coûteux. Élise passa la main sur l'équipement étincelant. C'est incroyable. C'est aussi privé, souligna le docteur Bernard. Pas de supervision d'entreprise, pas d'actionnaires exigeant des profits trimestriels au détriment de la sécurité, juste de la science pure. Elle regarda Élise intensément. Votre travail précédent sur les protocoles de traitement du cancer était révolutionnaire. Que feriez-vous si vous aviez la liberté de poursuivre cette recherche à votre manière ? La question réveilla quelque chose en Élise qui était en sommeil depuis son expulsion. La chercheuse passionnée, qui avait autrefois cru qu'elle pouvait changer le monde. 2 semaines plus tard, Arthur et Clara Chevalier vinrent au monde dans la clinique du docteur Bernard, en bonne santé,
parfaits et, heureusement, inconscients du chaos entourant leur naissance. Aucune annonce de naissance n'apparut dans les journaux. Aucun père fier ne se pavanait dans le hall, seulement Geneviève essuyant des larmes de joie en tenant les nouveau-nés. Et le docteur Bernard, qui les avait mis au monde elle-même. « Ils ont vos yeux », observa doucement Geneviève. « Oui », acquiesça Élise en étudiant l'expression sérieuse de son fils et le regard curieux de sa fille, « mais j'espère qu'ils auront mon bon sens. » La convalescence fut compliquée par l'épuisement émotionnel, mais Élise ne s'accorda que 2 semaines avant de retourner au laboratoire du docteur Bernard, souvent avec les jumeaux dormant à proximité dans un couffin portable. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, tandis qu'Élise affinait ses recherches, se concentrant sur le développement d'un traitement contre le cancer avec beaucoup moins d'effets secondaires que le médicament phare des laboratoires Chevalier. Quand les jumeaux eurent 8 mois, la percée arriva. Élise avait créé un composé qui montrait une efficacité remarquable contre les cancers agressifs tout en maintenant un profil d'effets secondaires bénins. Le docteur Bernard était euphorique. « C'est extraordinaire », déclara-t-elle en examinant les résultats du laboratoire. « Vous devez breveter ça immédiatement. »« Les brevets coûtent de l'argent », lui rappela Élise, « et des avocats. »« J'en ai », répondit le docteur Bernard. « Mais plus important encore, cette découverte mérite d'atteindre les patients. Il faut une entreprise pour la soutenir, » rit amèrement Élise. « Et quelle entreprise travaillerait avec l'épouse rejetée d'Antoine Chevalier ? » Le docteur Bernard la regarda longuement. « Une nouvelle, dit-elle, une que vous créerez vous-même. » L'idée sembla absurde au début. Élise n'avait aucune expérience des affaires, aucun contact dans l'industrie, et à peine assez d'argent pour payer les couches des jumeaux. Mais le docteur Bernard persista, révélant finalement qu'elle investissait discrètement dans de jeunes entreprises de biotechnologie depuis des années. « Je suis prête à fournir le financement de départ, » lui dit-elle, « mes seules conditions sont que vous gardiez le contrôle total et que les médicaments que nous développerons restent abordables. » « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ? » « Parce qu'il y a 20 ans, j'étais vous, » répondit simplement le docteur Bernard. « Brillante, trahie et sous-estimée. L'homme qui m'a fait ça est devenu un géant pharmaceutique vendant des médicaments 20 fois leur coût de production. » Elle sourit aux jumeaux qui jouaient sur une couverture à proximité. « Considérez cela comme mon investissement dans la prochaine génération. » Les laboratoires Phénix naquirent dans la grange laboratoire du docteur Bernard. Élise utilisa son nom de jeune fille, Élise Dubois, pour éviter toute association immédiate avec les laboratoires Chevalier. Sa première demande de brevet passa sans encombre. Stéphane et Antoine restèrent totalement inconscients du fait que leur ancienne collègue était en train de bâtir une entreprise rivale. Lorsque les jumeaux eurent 2 ans, Phénix avait déjà obtenu l'approbation de la NSM pour son premier médicament et avait commencé une production à petite échelle. Les contacts du docteur Bernard dans l'industrie se révélèrent inestimables, ouvrant des portes qui seraient restées fermement closes pour Élise seule. Son premier contrat majeur vint du groupe hospitalier Saint-Roch, qui était aux prises avec le coût élevé et les effets secondaires préoccupants des traitements anticancéreux des laboratoires Chevalier. Phénix offrit une alternative efficace à moitié prix, avec des résultats significativement meilleurs pour les patients. L'annonce fit de petites vagues dans les publications de l'industrie. La nouvelle venue, Laboratoire Phénix, dirigé par la scientifique Élise Dubois, décroche un contrat de plusieurs millions d'euros avec le groupe hospitalier Saint-Roch, défiant les acteurs établis sur le marché des médicaments oncologiques. Au laboratoire Chevalier, la nouvelle reçut peu d'attention. Un nouveau concurrent n'était pas inhabituel dans leur secteur, et le nom de l'entreprise n'éveilla aucun soupçon. Ce n'est que lorsque leur plus gros client hospitalier annonça qu'il changeait de fournisseur que les alarmes se mirent à sonner. Stéphane entra dans le bureau d'Antoine, jetant un rapport sur son bureau. « Nous venons de perdre l'hôpital central de Lyon au profit d'une start-up nommée Phénix. C'est 30 millions d'euros de revenus annuels de perdus. » Antoine, maintenant plus impliqué dans les aspects mondains de l'entreprise que dans le travail scientifique qu'il avait autrefois passionné, leva à peine les yeux. « Alors, offrez-leur une meilleure affaire. »« J'ai essayé, » s'exclama Stéphane. Ils ont refusé. Ils ont dit que le médicament de Phénix a des résultats supérieurs et moins d'effets secondaires.
Leurs mots exacts ont été: le produit de Chevalier n'est pas comparable. Cela capta enfin l'attention d'Antoine. C'est impossible. Notre équipe de RD travaille sur cette formulation depuis des années. Eh bien, apparemment, cette personne, Élise Dubois, a découvert en 2 ans ce que notre équipe n'a pas réussi en 5. Le ton de Stéphane était soigneusement calibré pour suggérer l'incompétence, plutôt que son propre sabotage de la recherche de Chevalier après le départ d'Élise. Élise Dubois. Antoine fronça les sourcils, le nom remuant quelque chose dans sa mémoire. Personne ne sait grand-chose sur elle, continua doucement Stéphane. On dirait qu'elle est sortie de nulle part il y a environ 3 ans. Très secrète, ne donne jamais d'interview, mais sa science est apparemment exceptionnelle. Je veux la rencontrer, décida Antoine. Organise un dîner. Peut-être devrions-nous envisager d'acquérir Phoenix plutôt que de rivaliser avec elle. L'expression de Stéphane se tendit de manière presque imperceptible. Je vais essayer, mais mes sources disent qu'elle refuse la plupart des demandes de réunion, surtout de la part des grandes entreprises pharmaceutiques. Tout le monde a un prix, répondit Antoine avec dédain, se retournant vers son agenda mondain où Céline avait programmé plusieurs galas de charité auxquels ils devaient assister ensemble. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Élise était assise dans le siège modeste mais en pleine croissance de Phoenix, examinant ses dernières projections financières, tandis que les jumeaux peignaient tranquillement dans le petit espace de jeu de son bureau. Les laboratoires Chevalier ont perdu un autre contrat aujourd'hui, mentionna son assistante en posant de nouveaux rapports sur son bureau. Leurs actions ont chuté de 8%. Élise s'autorisa un petit sourire. Mais quel dommage pour eux. Ceci aussi, ajouta l'assistante en faisant glisser un magazine d'affaires. Sur la couverture se trouvait Antoine avec Céline, bras dessus bras dessous à un événement caritatif. Le titre disait « L'héritier Chevalier épousera Céline Moreau lors d'une cérémonie printanière ». L'expression d'Élise resta neutre alors qu'elle étudiait l'image de l'homme qui l'avait chassé de sa maison. L'homme dont les enfants dessinaient maintenant tranquillement à quelques mètres de là, des enfants dont il n'avait jamais pris la peine de confirmer qu'ils étaient siens, malgré sa demande initiale d'un test de paternité. « Maman, regarde !» Clara brandit un dessin de ce qui semblait être leur petite famille. Élise, Arthur, Clara, Geneviève et le docteur Bernard, tous se tenant la main. « C'est nous. »« C'est magnifique, ma chérie, » répondit Élise, sa voix ferme malgré les émotions qui bouillonnaient sous la surface. Plus tard cette nuit-là, après avoir couché les jumeaux, Élise s'assit sur son balcon surplombant la ville. Au loin, elle pouvait voir la tour des laboratoires Chevalier, illuminée contre le ciel nocturne. 6 ans de travail stratégique avaient transformé Phoenix en un concurrent redoutable, qui commençait à avoir un impact sérieux sur les résultats de Chevalier, mais cela n'avait jamais été son objectif principal. Son téléphone vibra avec un message de son enquêteur, un ancien patient dont la vie avait été sauvée par le médicament de Phoenix et qui utilisait maintenant ses compétences d'analyste financier pour suivre les activités des laboratoires Chevalier. J'ai trouvé quelque chose de significatif dans leur rapport trimestriel. Des incohérences cachées qui suggèrent au moins 80 millions d'euros non comptabilisés. Je dois creuser davantage. Date du mariage également confirmée. 15 mai. 15 mai. La date exacte. 6 ans jour pour jour après que la sécurité lui escortait hors de sa maison. Élise ferma les yeux. Le moment ne pouvait être une coïncidence. Stéphane et Céline avaient un talent pour la cruauté psychologique. Choisir cette date spécifique visait clairement à effacer complètement son existence de la vie d'Antoine. Mais ils avaient commis une grave erreur, car pendant qu'ils planifiaient un mariage, Élise avait bâti un empire et, plus important encore, elle avait rassemblé des preuves de fraude financière, d'effets secondaires de médicaments délibérément dissimulés, et du complot élaboré pour la piéger pour infidélité. Les jumeaux méritent de connaître. Leur père, lui avait répété le docteur Bernard. Et Antoine mérite de savoir ce que Stéphane a fait. Élise avait résisté pendant des années pour protéger le monde paisible qu'elle avait créé pour ses enfants. Mais en voyant l'annonce du mariage prévu pour l'anniversaire de sa plus grande humiliation,
quelque chose se cristallisa en elle. Il était temps que la vérité éclate. Toute la vérité. La vengeance d'Élise et la chute du méchant. Dernier appel à l'action. Pensez-vous qu'Antoine mérite une seconde chance, ou la vengeance d'Élise est-elle plus douce? Partagez vos idées dans la section des commentaires. Et si cette histoire vous a captivé, laissez un like et n'oubliez pas d'activer les notifications pour le prochain chapitre de ma série. Le domaine Chevalier n'avait jamais paru aussi magnifique. Des milliers de roses blanches ornaient le jardin, où les invités s'étaient rassemblés pour assister à l'union d'Antoine Chevalier et de Céline Moreau. Des musiciens à cordes jouaient doucement pendant que les invités prenaient place, leur conversation chuchotée créant un doux murmure d'anticipation. Antoine se tenait devant l'autel, élégant dans son smoking sur mesure, bien que les observateurs attentifs aient pu remarquer le léger vide dans ses yeux. Au premier rang, ses parents échangeaient des regards inquiets. Ils n'avaient jamais vraiment aimé Céline, bien qu'ils aient gardé leur réserve pour eux. Stéphane, servant de témoin, observait la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. Tout s'était déroulé comme prévu. Quelques mois après le départ d'Élise, il avait présenté sa sœur Céline à Antoine. Son affection calculée avait été la distraction parfaite aux questions occasionnelles d'Antoine sur l'épreuve contre Élise. Pendant ce temps, Stéphane avait systématiquement détourné des fonds de l'entreprise, créant des comptes dans des paradis fiscaux et se positionnant pour prendre un jour le contrôle total des laboratoires Chevalier. L'officiant de mariage prit sa place. La musique changea pour la marche nuptiale. Céline apparut au bout de l'allée dans une robe de créateur qui coûtait plus cher que la plupart des maisons, et puis le son lointain des pales d'un hélicoptère. Au début, les invités supposèrent que cela faisait partie de la célébration, peut-être une entrée élaborée ou une surprise prévue par le marié. Mais le regard confus d'Antoine se transforma rapidement en alarme lorsque l'hélicoptère noir descendit vers l'héliport du domaine. « Que se passe-t-il » exigea Céline en arrivant à l'hôtel alors que les invités commençaient à se tourner vers le bruit. Antoine ne répondit pas. Quelque chose dans cet hélicoptère lui semblait étrangement familier. La cérémonie s'arrêta lorsque l'hélicoptère atterrit. L'équipe de sécurité se déplaça avec incertitude vers l'héliport, ne sachant pas s'il fallait intervenir, car personne ne les avait autorisés à arrêter l'aéronef. Puis la porte s'ouvrit et elle sortit. Même de loin, Antoine la reconnut immédiatement. Le monde sembla se réduire à un seul point, tandis qu'Élise, son ex-femme, la femme qu'il avait chassée 6 ans plus tôt, marchait calmement vers la cérémonie dans un élégant tailleur-pantalon bleu marine, qui soulignait à quel point elle avait peu changé. Ses cheveux étaient différents, sa posture plus assurée, mais son visage remua quelque chose de profond en lui qu'il avait désespérément essayé d'oublier. Puis, 2 petites silhouettes émergèrent de l'hélicoptère derrière elle, un garçon et une fille se tenant la main, regardant autour d'eux avec des expressions curieuses qui reflétaient celles d'Antoine lorsqu'il faisait face à quelque chose de nouveau. « Oh mon Dieu » murmura la mère d'Antoine en se levant de son siège. « Gérard, regarde-les. » Le père d'Antoine se leva également, son visage pâle de choc. « Ils ont les yeux de ton fils. » Les yeux d'Antoine. Les murmures se répandirent dans la foule, tandis qu'Élise et les enfants marchaient résolument vers la cérémonie. La sécurité regarda Antoine en attente d'instructions, mais il resta figé, incapable de traiter ce qu'il voyait. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Céline en agrippant le bras d'Antoine. « Et qui est cette femme? Pourquoi est-elle ici avec ses enfants ?» Stéphane s'avança, son visage contracté par la colère et la peur. « Je m'en occupe. » Il fit un signe à la sécurité, mais la voix calme d'Élise trancha le chaos. « Je ne ferai pas ça, Stéphane, à moins que tu ne veuilles que tes activités financières deviennent publiques maintenant, au lieu de dans les journaux de demain. » Stéphane hésita alors qu'Élise et les enfants arrivaient au bord de la zone des sièges. Les jumeaux, impeccablement vêtus et remarquablement sereins pour leur âge, se tenaient près de leur mère, étudiant la scène avec des yeux intelligents. « Antoine » dit Élise, sa voix résonnant dans le rassemblement maintenant silencieux. « Je te présente tes enfants, Arthur et Clara. Ceux dont tu n'as jamais su l'existence quand tu m'as mise à la porte il y a 6 ans. » Le halètement collectif des invités fut audible.
La mère d'Antoine porta une main à sa bouche, les larmes emplissant ses yeux alors qu'elle regardait ses petits-enfants pour la première fois. « C'est impossible !» s'exclama Céline. « Elle ment, Antoine. Dis à tout le monde qu'elle ment. » Mais Antoine ne pouvait pas parler. Il regardait les enfants, le garçon dont l'expression sérieuse et les yeux pensifs lui semblaient étrangement familiers, la fille dont la posture déterminée reflétait la sienne sur les photos d'enfance. La preuve ADN confirmant ta paternité a déjà été déposée auprès du juge aux affaires familiales, continua calmement Élise, ainsi que la preuve de la façon dont Stéphane et Céline ont conspiré pour me faire sortir de ta vie en fabriquant des preuves d'infidélité. Stéphane fit un pas en avant. Sécurité, sortez cette femme d'ici immédiatement. Je ne ferai pas ça, dit une autre voix alors que le docteur Hélène Bernard émergeait de derrière Élise. À moins que les laboratoires Chevalier ne veuillent que la NSM reçoive notre dossier complet sur les profils d'effets secondaires falsifiés ce soir au lieu de la semaine prochaine. La foule explosa en un murmure confus. Les parents d'Antoine contournèrent la sécurité pour s'approcher des enfants. Sa mère s'agenouilla, malgré sa robe coûteuse, pour regarder les jumeaux dans les yeux. « Bonjour, dit-elle doucement. Je serai votre grand-mère. » Clara, toujours la jumelle la plus audacieuse, étudia attentivement la femme âgée avant de répondre « Vous ressemblez aux photos que maman garde dans notre boîte à souvenirs. » Cette simple déclaration, qui révéla qu'Élise s'était assurée que les enfants connaissent leur famille paternelle malgré tout, sembla briser quelque chose chez la mère d'Antoine. Elle se mit à pleurer ouvertement, tendant une main hésitante que Clara accepta avec une grâce surprenante. Antoine retrouva enfin sa voix. « Élise, comment, quand ? » « J'étais enceinte de cette semaine quand tu m'as mise dehors, » répondit-elle, gardant son ton mesuré malgré l'émotion qui bouillonnait sous la surface. « J'ai essayé de te le dire, tes gardes de sécurité ont transmis le message. Tu as dit que tu voulais un test de paternité après la naissance, mais personne ne m'a jamais contacté. » Antoine se tourna vers Stéphane avec une horreur et une confusion accablantes. « De quoi parles-tu ? Je n'ai jamais reçu de message concernant une grossesse. » L'expression de Stéphane se durcit. « Réellement. C'est de toute évidence un complot élaboré pour... » « Pourquoi, Stéphane ?» l'interrompit Élise. « Pour interrompre le mariage que tu as spécifiquement programmé à l'anniversaire de mon expulsion ? Pour révéler que toi et Céline avez détourné plus de 80 millions d'euros des laboratoires Chevalier ? Ou peut-être pour informer Antoine que je suis l'Élise Dubois qu'il essaie de rencontrer, la fondatrice des laboratoires Phoenix, celle qui a constamment grignoté sa part de marché ces 3 dernières années ? » Les révélations tombèrent comme des coups physiques. Antoine recula en regardant de Stéphane à Céline. Puis de nouveau vers Élise et les enfants, ses enfants, se tenant calmement au milieu du chaos qu'ils avaient déclenché. « C'est absurde, » déclara Céline, bien que sa voix tremblât légèrement. « Antoine, elle est clairement dérangée. Il faut la faire sortir d'ici. » En effet, dit une nouvelle voix depuis l'arrière de l'assemblée. Je pense que la personne que nous allons faire sortir est mademoiselle Moreau. 2 individus en costume sombre s'approchèrent, montrant des insignes. Police judiciaire, section des crimes financiers. Nous avons des questions sur certaines transactions financières entre les laboratoires Chevalier et des comptes à l'étranger à votre nom, madame. Alors que les agents escortaient un Stéphane et une Céline protestant loin de la cérémonie, les invités du mariage commencèrent à se disperser en groupes confus et scandalisés. Certains restèrent à distance, peu enclins à manquer la conclusion dramatique de ce qui était censé être un simple mariage mondain. Antoine s'approcha lentement d'Élise et des enfants, comme en transe. Il s'agenouilla devant les jumeaux, étudiant leur visage avec étonnement et dévastation. « Bonjour », dit-il simplement, la voix rauque d'émotion. Arthur, toujours le jumeau le plus prudent, se cacha partiellement derrière la jambe de sa mère. Mais Clara regarda son père droit dans les yeux. « Tu ressembles aussi à tes photos », l'informa-t-elle naturellement. « Mais celle de maman date de quand tu étais plus heureux. » Les yeux d'Antoine s'emplirent de larmes. « Je suis tellement désolé. Je ne savais pas pour vous. J'aurais
Sa voix s'éteignit alors que l'énormité de ce qu'il avait perdu le submergeait. Peut-être devrions-nous continuer cette conversation dans un endroit plus privé, suggéra Élise en regardant les spectateurs restants. Tes parents sont les bienvenus pour se joindre à nous. Antoine hocha la tête, abasourdi. Puis il se tourna pour trouver sa mère et son père, déjà debout à proximité, incapables de quitter des yeux leurs petits-enfants. L'hélicoptère attend, ajouta Élise, à moins que vous ne préfériez rester et expliquer à vos invités pourquoi il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Alors qu'il marchait en direction de l'héliport, Antoine se retrouva aux côtés d'Élise, les jumeaux un peu en avant, suivis de ses parents fascinés. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il à voix basse. « Après 6 ans, pourquoi avoir choisi ce moment ?» L'expression d'Élise resta soigneusement neutre. « Parce que les jumeaux méritent de connaître leur père. Parce que tes parents méritent de connaître leurs petits-enfants. Et parce que Stéphane et Céline étaient sur le point de finaliser leur prise de contrôle de ton entreprise, te laissant sans un sou et potentiellement impliqué dans leur crime. » Elle marqua une pause. Le choix de la date du mariage, l'anniversaire du jour où tu m'as mise à la porte, a simplement offert une certaine symétrie poétique. Dans l'hélicoptère, tandis qu'il volait vers la maison d'Élise, Antoine observait ses enfants montrer avec enthousiasme les points de repère en contrebas. Ils étaient brillants, éloquents et, de toute évidence, bien élevés. La vie qu'Élise avait construite sans lui sembla soudain se matérialiser dans son esprit. Les anniversaires qu'il avait manqués, les premiers pas, les premiers mots, les histoires du soir et les petits déjeuners, 6 ans de souvenirs qu'il ne récupérerait jamais. « Où allons-nous » demanda Antoine à voix basse. « Chez moi » répondit Élise. « Il y a des documents que tu dois voir. La preuve de ce que Stéphane et Céline ont fait avec ton entreprise. » Elle hésita. « Et des choses que les enfants veulent te montrer. » L'hélicoptère atterrit sur l'héliport du toit d'un élégant immeuble portant le logo des laboratoires Phoenix. En descendant vers un appartement de luxe, Antoine réalisa avec un étonnement croissant l'ampleur du succès d'Élise. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était un empire bâti de zéro en 6 ans. À l'intérieur du spacieux et accueillant Penthouse, les jumeaux coururent immédiatement vers une étagère qui exposait leurs œuvres d'art et leurs réussites scolaires. « On veut te montrer notre chambre », annonça Clara en saisissant la main d'Antoine avec l'aisance d'une enfant qui n'avait jamais connu le rejet. Arthur la suivit avec plus d'hésitation, observant attentivement les réactions de son père. Tandis qu'Antoine était guidé à travers la maison qu'Élise avait créée, chaque détail révélait une autre facette de la vie qui avait continué sans lui. Des photos de famille, de vacances et d'anniversaires, la preuve des personnalités distinctes des jumeaux dans leur chambre soigneusement décorée. Des étagères pleines de livres d'histoire bien lus. Dans la chambre des jumeaux, un espace divisé pour refléter leurs différents intérêts. La moitié de Clara remplie de décorations sur l'astronomie et de projets scientifiques. Celle d'Arthur avec des livres et des jeux de construction complexes. Antoine remarqua une petite boîte sur une étagère étiquetée. « Papa. Je peux lui montrer, maman » demanda Clara quand Élise apparut à la porte. Avec l'assentiment d'Élise, Clara récupéra la boîte et l'ouvrit pour révéler des coupures de journaux, des photographies et même l'annonce de mariage d'Antoine et Élise des années auparavant. « Maman a fait ça pour qu'on te connaisse », expliqua Clara comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Elle a dit que tu étais très intelligent et c'est pour ça que nous sommes intelligents aussi. » Antoine regarda Élise avec incrédulité. Malgré tout ce qu'il avait fait, ou n'avait pas fait, elle s'était assurée que ses enfants le connaissent, du moins dans une certaine mesure. « Je vais te laisser un peu de temps avec eux », dit Élise à voix basse. « Quand tu seras prêt, nous devons parler des activités de Stéphane. Tes parents sont dans le salon, en train de reconstruire la confiance. » Dans le salon élégamment meublé, les parents d'Antoine étaient assis inconfortablement sur un canapé, encore abasourdis par les révélations de la journée. Le père d'Antoine, Gérard Chevalier, un redoutable homme d'affaires à part entière, semblait complètement désemparé en acceptant une tasse de thé qu'Élise lui tendait. « Ah, comment avons-nous pu ne pas savoir ?» demanda-t-il, la voix rauque de regret. « Nos propres petits-enfants.
Stéphane a été très méticuleux, répondit Élise sans amertume. Il a intercepté les communications, falsifié des documents et s'est assuré qu'Antoine ne reçoive que les informations qu'il voulait qu'il ait. Mais pourquoi, demanda la mère d'Antoine. Qu'avait-il à y gagner? Élise ouvrit un ordinateur portable sur la table basse. Le contrôle des laboratoires Chevalier. Lui et Céline ont systématiquement détourné des fonds, tout en préparant Antoine à porter le chapeau pour la dissimulation des effets secondaires dangereux de leurs médicaments. Elle tourna l'écran pour leur montrer des registres financiers complexes. Dès qu'ils se seraient mariés, Céline aurait eu accès aux comptes personnels et aux propriétés d'Antoine. Il prévoyait de finaliser le transfert d'actifs quelques mois après le mariage. Gérard Chevalier étudia les documents avec une horreur croissante. Ce sont des rapports financiers au niveau de la direction. Comment les as-tu obtenus? J'ai des sources au sein des laboratoires Chevalier, reconnut Élise. Des gens qui sont restés fidèles à la mission originelle de l'entreprise plutôt qu'à la vision de Stéphane. Antoine entra dans la pièce, visiblement ému par le temps passé avec les enfants. Ils sont incroyables, dit-il simplement en regardant Élise avec un nouveau regard. Comment as-tu fait pour les élever et construire une entreprise à partir de rien? J'ai eu de l'aide, répondit Élise. Le docteur Bernard, par exemple, et une femme âgée nommée Geneviève, qui m'a recueilli quand j'étais sans abri et enceinte. Sans abri, répéta la mère d'Antoine, horrifiée. Oui, confirma Élise, son ton clinique plutôt qu'accusateur. Quand Antoine a ordonné qu'on me mette dehors, mes comptes ont été gelés, mes cartes de crédit annulées et ma réputation détruite. J'ai dormi dans ma voiture pendant 2 semaines avant que Geneviève ne me trouve en train de vomir sur un parking à cause des nausées matinales. La dure réalité de ce qu'Élise avait enduré frappa Antoine comme un coup physique. Je n'ai jamais su, murmura-t-il. Stéphane m'a dit que tu étais parti vivre avec ton amant. Il n'y avait pas d'amant, Antoine, dit Élise à voix basse. C'était juste moi, enceinte de 7 semaines de tes enfants, essayant de survivre. Tandis que la vérité sur la trahison de Stéphane le rongeait, Antoine s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. Les preuves semblaient si concluantes. Les SMS, la montre, même les témoins. Tout a été fabriqué, confirma Élise. Stéphane a engagé quelqu'un pour créer de faux SMS. La montre et la clé de l'hôtel ont été placées là. Les témoins ont été payés. Elle ouvrit un autre fichier sur son ordinateur portable. Voici le relevé de paiement du compte privé de Stéphane à l'homme qui s'est fait passer pour mon amant imaginaire. Elle passa à un autre document. Voici l'ordonnance restrictive que tu aurais prétendument déposée, m'empêchant de t'approcher pour te parler de ma grossesse. Antoine regarda le document avec horreur. Je n'ai jamais déposé ça. Jamais. Stéphane a falsifié ta signature, expliqua Élise, exactement comme il l'a fait sur d'innombrables documents de l'entreprise autorisant la mise sur le marché de médicaments malgré des résultats de tests inquiétants. Alors que toute l'ampleur de la trahison de Stéphane et Céline devenait évidente, Antoine sembla vieillir physiquement sous leurs yeux. Ses parents paraissaient tout aussi dévastés, en particulier sa mère, qui ne cessait de regarder vers le couloir d'où l'on pouvait entendre des rires provenant de la chambre des jumeaux. « Pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé plus tôt ?» demanda finalement Gérard. « Avec des preuves aussi exhaustives, tu aurais pu laver ton nom il y a des années. » Élise pesa soigneusement sa réponse. « Au début, ma seule préoccupation était de survivre. Puis, protéger les jumeaux est devenu primordial. Quand Phoenix a été suffisamment établi pour que j'envisage une confrontation, j'ai dû évaluer l'impact sur les employés et les patients innocents des laboratoires Chevalier. » Là elle regarda Antoine droit dans les yeux. « Malgré tout, je n'ai jamais voulu détruire l'entreprise ou nuire à ceux qui en dépendaient. » Antoine la regarda avec une nouvelle compréhension. « Alors, à la place, tu as construit une entreprise concurrente avec de meilleurs produits et des pratiques éthiques, faisant passer progressivement les patients à des médicaments plus sûrs, tout en rassemblant des preuves contre Stéphane. » Oui, reconnut Élise. Phoenix n'a pas été construit uniquement par vengeance, Antoine.
Il a été construit parce que j'ai vu comment Stéphane corrompait la mission de ton entreprise. La mission que nous partagions autrefois, aider les gens. Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. Le docteur Bernard entra, une tablette à la main. Je suis désolé d'interrompre, mais vous devriez voir ça. La nouvelle de l'arrestation de Stéphane et Céline est devenue publique, et le conseil d'administration des laboratoires Chevalier a convoqué une réunion d'urgence pour demain matin. Antoine pâlit. L'entreprise va s'effondrer? Pas nécessairement, répondit Élise. J'ai préparé une proposition à votre attention. Elle sortit un dossier de son bureau et le tendit à Antoine. Une fusion entre Phénix et Chevalier. Cela stabiliserait les choses si elle était présentée rapidement. Tes parents ont des copies. Peut-être pourriez-vous y aller pendant que je m'occupe de la routine du coucher des jumeaux. La simple référence domestique, la routine du coucher qu'elle avait gérée seule pendant 6 ans, resta en suspens entre eux, soulignant tout ce qu'Antoine avait perdu à cause de son jugement hâtif et de sa confiance mal placée. Merci, dit-il finalement. Pour la proposition, pour ce soir, pour tout. Il hésita. Serait-il approprié que j'aille dire bonne nuit aux jumeaux? Élise hocha la tête. Ils sont probablement encore réveillés. Clara s'endort rarement avant d'avoir obtenu au moins 3 histoires. Un soupçon de sourire traversa le visage d'Antoine. Elle est aussi tenace que sa mère. Oui, acquiesça Élise en le conduisant vers la chambre des enfants, bien que ces tactiques de négociation viennent entièrement de ton côté de la famille. Le legs de la vérité. La salle du conseil des laboratoires Chevalier bourdonnait de tension alors que les membres du conseil se réunissaient pour la réunion d'urgence. La nouvelle de l'arrestation de Stéphane et Céline s'était répandue rapidement dans les cercles financiers, et la cotation de l'action de l'entreprise avait été suspendue en attendant l'enquête. Antoine s'assit en bout de table, son père à ses côtés. Les 2 hommes semblaient épuisés mais déterminés. Les membres du conseil, dont beaucoup étaient de vieux amis de la famille, paraissaient choqués par les révélations sur les activités de Stéphane. La situation est grave, mais pas irrémédiable, commença Antoine, sa voix ferme malgré son trouble intérieur. Avec votre permission, j'aimerais présenter une voie à suivre proposée par. Pendant l'heure qui suivit, Antoine exposa la proposition de fusion qu'Élise avait préparée. Le conseil écouta avec un intérêt croissant tandis qu'il expliquait comment la combinaison de la recherche innovante de Phénix avec l'infrastructure établie de Chevalier pourrait préserver les emplois, maintenir l'accès des patients aux médicaments et positionner l'entité combinée en tant que leader de l'industrie. Nous parlons d'Élise Dubois, dit un membre du conseil avec scepticisme. Elle est prête à fusionner son entreprise florissante avec la nôtre en pleine crise de cette ampleur? Quelle est sa motivation? Antoine et son père échangèrent un regard. Il y a autre chose que vous devez savoir, admit Antoine. Élise Dubois est Élise Chevalier, mon ex-femme. Les murmures de stupeur autour de la table reflétèrent la nature explosive de cette révélation. La femme que Stéphane prétendait infidèle, précisa un membre du conseil. Celle qui a disparu il y a 6 ans. Oui, confirma Antoine. Stéphane a fabriqué des preuves contre elle pour dissimuler ses propres crimes financiers. Elle était innocente de toutes les accusations. Et maintenant, elle est notre principal concurrent, demanda un autre avec incrédulité. Elle l'est, reconnut Antoine. Elle est aussi la mère de mes jumeaux de 6 ans que j'ai rencontrés pour la première fois hier. Le silence stupéfait qui suivit fut finalement rompu par la doyenne du conseil, Françoise Lemaire. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet facilement, Antoine. Comment as-tu réussi? Antoine considéra sérieusement sa question. J'ai commencé une thérapie, admit-il, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années après la mort de mon frère. Stéphane a exploité ma douleur et mes insécurités de manière magistrale. Il regarda le conseil. Je ne suis pas le même homme qui l'a mis à la porte. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je peux m'assurer de ne plus jamais commettre ce genre d'erreur. Élise hocha la tête, acceptant sa réponse sans commentaire. L'annonce de la fusion fit les gros titres des publications économiques.
Phoenix et les laboratoires Chevalier annoncent une fusion historique. La PDG Élise Dubois, ex-épouse d'Antoine Chevalier, dans une surprenante réconciliation professionnelle et personnelle. L'aspect personnel de l'histoire, l'épouse lésée revenant triomphalement avec des enfants cachés et une entreprise supérieure au capta l'imagination du public. Les demandes d'interview affluèrent, qu'Élise refusa poliment mais fermement. Ce n'est pas un feuilleton pour la presse à scandale, dit-elle à son équipe de relations publiques. C'est une fusion d'entreprises avec des éléments personnels qui ne sont pas destinés à la consommation publique. Au fil des semaines, la relation d'Antoine avec les jumeaux s'approfondit progressivement. Arthur commença à baisser sa garde, surtout après avoir découvert la vaste bibliothèque de son père et leur intérêt commun pour la géologie. Clara adopta simplement Antoine comme s'il avait toujours été là, l'intégrant naturellement dans sa vision expansive du monde. Le 7e anniversaire imminent des jumeaux devint un point central. Antoine, désireux de rendre l'occasion mémorable, consulta à plusieurs reprises Élise sur les cadeaux et les arrangements appropriés. Rien d'extravagant, l'avertit-elle. Ils n'ont pas besoin d'être gâtés avec des cadeaux coûteux pour compenser le temps perdu. Je sais, l'assura Antoine, mais j'aimerais apporter quelque chose de significatif au thème de l'espace que Clara a demandé. La veille de la fête d'anniversaire, Antoine se présenta aux pantous d'Élise avec le docteur Bernard, qui était devenu une alliée inattendue pour l'aider à naviguer dans sa nouvelle relation avec ses enfants. Nous avons une proposition, annonça le docteur Bernard pour la fête d'anniversaire. Élise haussa un sourcil. Je pensais que tout était réglé. Geneviève fait le gâteau. Les décorations sont prêtes et la visite au planétarium est prévue pour demain matin. Ce serait un ajout, expliqua Antoine. Là avec ton approbation, bien sûr. Il décrivit son idée. Un observatoire professionnel avait accepté une séance d'observation nocturne privée après la visite du planétarium. Les jumeaux et leurs amis auraient accès à de puissants télescopes par une nuit exceptionnellement claire, où plusieurs planètes seraient visibles. C'est vraiment parfait, reconnut Élise. Clara va être aux anges. Et pour Arthur, continua Antoine avec plus d'hésitation, j'ai arrangé avec un géologue du Muséum d'histoire naturelle qu'il apporte plusieurs spécimens rares à examiner, y compris, ajouta-t-il avec un petit sourire, un fragment de la météorite qui a créé le cratère de Chicxulub. Élise le regarda avec une nouvelle appréciation. Tu as prêté attention à leur centre d'intérêt. Bien sûr, répondit simplement Antoine. Ce sont des enfants extraordinaires. Apprendre à les connaître a été le plus grand privilège de ma vie. La fête d'anniversaire se déroula à la perfection. Les jumeaux, entourés de leurs amis de l'école et des deux côtés de leur famille non conventionnelle, s'épanouirent sous l'attention. Geneviève et la mère d'Antoine avaient formé une alliance inattendue, coordonnant les décorations et la nourriture avec une précision militaire. Gérard, le père d'Antoine, initialement maladroit avec les enfants, avait trouvé sa place en aidant Arthur à organiser sa collection de roches grandissantes. À l'observatoire ce soir-là, après que les autres enfants eurent été ramenés chez eux par leurs parents, le noyau familial resta. Clara passait d'un télescope à l'autre avec un enthousiasme débordant, tandis qu'Arthur notait soigneusement ses observations dans un carnet qu'Antoine lui avait offert. Pendant que les enfants étaient occupés avec le docteur Bernard et les chevaliers aînés, Antoine se retrouva debout à côté d'Élise sur le parapet de l'observatoire, regardant les lumières de la ville. « Merci, dit-il à voix basse, de m'avoir laissé faire partie de cette journée. » Élise hocha la tête, son expression s'adoucissant dans la faible lumière. « Tu as bien fait. » L'observatoire était le cadeau parfait. J'étais sincère dans ce que j'ai dit plus tôt, continua Antoine avec précaution. Apprendre à les connaître, même avec toutes les années que j'ai perdues, est le plus grand cadeau que j'ai jamais pu recevoir. Élise se tourna vers lui, l'étudiant. L'homme qu'elle avait autrefois tant aimé, maintenant une personne différente, façonnée par la perte et la révélation. « Tu as changé, observa-t-elle. » Je le devais, répondit simplement Antoine. L'homme que j'étais il y a 6 ans a perdu tout ce qui comptait parce qu'il ne voyait pas ce qui était juste devant lui. Pas tout, corrigea Élise en regardant les jumeaux.
Ils sont toujours tiens de la manière la plus importante. Grâce à toi, reconnut Antoine, parce que malgré tout, tu t'es assuré qu'ils sachent qui j'étais. Un silence confortable s'installa entre eux. Pas l'intimité de leur ancienne relation, mais quelque chose de nouveau. Une appréciation partagée pour les enfants extraordinaires qu'ils avaient créés et le chemin complexe qui les avait menés à ce moment. Maman, papa, appela Clara avec enthousiasme. Les désignations parentales lui venaient maintenant naturellement. Vous avez trouvé les anneaux de Saturne? Venez voir. Alors qu'ils se déplaçaient pour rejoindre leurs enfants, Antoine s'arrêta. Élise, je sais que nous ne pourrons jamais redevenir ce que nous étions, et je l'ai accepté. Mais je veux que tu saches que je suis reconnaissant pour cette seconde chance d'être dans leur vie, et dans la nôtre, même si ce n'est qu'en tant que coparents et partenaires commerciaux. Élise considéra ces mots attentivement. La vie nous donne rarement ce que nous attendons, Antoine. Parfois, elle nous prend ce que nous pensions ne pas pouvoir vivre sans, pour le remplacer par quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé possible. Alors que les jumeaux les appelaient avec excitation, elle ajouta, concentrons-nous sur le fait de leur donner la famille stable et aimante qu'ils méritent, quelle que soit la forme qu'elle prendra. Un an après l'interruption dramatique du mariage, le 8e anniversaire des jumeaux arriva avec beaucoup moins de drame, mais beaucoup plus de joie. Les laboratoires Phénix Chevalier n'avaient pas seulement survécu à la fusion, ils avaient prospéré. Combinant les approches de recherche innovantes d'Élise avec l'infrastructure établie de Chevalier, l'entreprise était devenue un leader de l'industrie en matière de pratiques éthiques, de tests transparents et de prix de médicaments abordables. La fête d'anniversaire eut lieu dans la nouvelle maison d'Antoine, une demeure confortable mais pas ostentatoire, avec un grand jardin, parfaite pour la fête sur le thème des dinosaures qu'Arthur avait demandé. Son intérêt était passé des roches à la paléontologie au cours des derniers mois. Élise arriva tôt pour aider aux préparatifs, amenant Geneviève et le docteur Bernard, qui étaient devenus des figures régulières dans le cercle familial élargi des jumeaux. Les parents d'Antoine étaient déjà là, Gérard assemblant méticuleusement un volcan à l'aspect réaliste qui entrerait en éruption en toute sécurité pendant la fête, tandis que sa femme disposait des plantes à l'allure préhistorique autour du jardin. Tout a l'air incroyable, commenta Élise en inspectant le jardin transformé. Les enfants vont adorer. Je l'espère, répondit Antoine en sortant de la maison avec des plateaux de biscuits en forme de fossiles. Arthur a été très précis sur l'exactitude scientifique. Ça, il le tient de nous deux, observa Élise avec un sourire. Leur relation avait évolué au cours de la dernière année pour devenir un arrangement de coparentalité confortable. La tension initiale avait progressivement cédé la place au respect mutuel, alors qu'ils naviguaient à la fois dans leur fusion d'entreprise et leurs responsabilités partagées envers les jumeaux. Les enfants s'étaient adaptés à leur nouvelle structure familiale avec une résilience remarquable. Ils passaient maintenant 3 nuits par semaine chez Antoine et le reste du temps dans le penthouse d'Élise. Loin d'être perturbés par l'arrangement, ils semblaient s'épanouir en ayant leurs 2 parents activement impliqués dans leur vie. Alors que les invités commençaient à arriver, amis de l'école, collègues des 2 entreprises, et la famille élargie non conventionnelle qu'ils avaient rassemblée où Élise se retrouva à observer Antoine interagir avec les enfants. Sa transformation au cours de la dernière année avait été remarquable. L'héritier pharmaceutique ambitieux, parfois arrogant, avait été remplacé par un père attentionné et patient qui donnait la priorité à ses enfants par-dessus tout. Il s'en sort bien, n'est-ce pas, observa le docteur Bernard en rejoignant Élise au bord du jardin. Mieux que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Oui, acquiesça Élise. Les jumeaux l'adorent. Et toi, demanda doucement le docteur Bernard. Comment te sens-tu avec tout ça? Ça ne doit pas être facile de le voir s'intégrer si parfaitement dans la vie que tu as construite sans lui. Élise réfléchit à la question. En fait, ça a été plus facile que ce que j'avais anticipé. Antoine n'essaie pas de prendre le contrôle ou de changer ce qui fonctionne déjà. Il s'ajoute simplement à l'équation de manière à bénéficier aux enfants. Et de manière à te bénéficier, à toi, insista doucement le docteur Bernard. Avoir un copard après des années à tout faire seul doit être un soulagement. Ça l'est, reconnut Élise. Bien que parfois je me sente coupable à ce sujet.
Après tout ce qui s'est passé, suis-je censé le laisser me faciliter la vie? Le docteur Bernard sourit d'un air entendu. Le pardon ne le concerne pas seulement lui, Élise. Il s'agit pour toi de te libérer du poids du passé. Avant qu'Élise ne puisse répondre, un autre invité arriva. Alexandre Bernard, le fils du docteur Bernard, avec un cadeau somptueusement emballé. Au cours de la dernière année, Alexandre était devenu un visiteur fréquent lors des rassemblements familiaux. En tant que chirurgien pédiatrique qui avait initialement traité Arthur pour une blessure sportive mineure, il avait noué un lien naturel avec les deux enfants. Désolé pour le retard, s'excusa-t-il en saluant Élise d'un sourire chaleureux. Une opération d'urgence s'est prolongée. Tu arrives juste à temps, l'assura Élise. L'éruption du volcan n'est pas prévue avant 30 minutes. Alors qu'Alexandre se dirigeait pour saluer les jumeaux qui l'accueillirent avec une affection évidente, le docteur Bernard lança un regard significatif à Élise. Il a annulé une conférence à Genève pour être ici aujourd'hui, mentionna-t-elle nonchalamment. Il a dit que l'anniversaire des jumeaux était plus important. Élise sentit une bouffée de chaleur à cette information. Son amitié avec Alexandre s'était développée progressivement, mais aucun d'eux n'avait pris d'initiative pour la définir comme autre chose. Il est doué avec eux, observa Élise d'un ton neutre, bien que son expression s'adoucit en regardant Alexandre aider Arthur à ajuster son costume de paléontologue. La fête se déroula à la perfection, avec l'éruption du volcan comme point culminant dramatique. Arthur et Clara, entourés de leurs amis de l'école et de leur famille élargie et non conventionnelle, rayonnaient de bonheur en soufflant les bougies de leur gâteau dinosaure. Alors que la célébration commençait à se terminer, Antoine s'approcha d'Élise avec 2 flûtes de champagne. Un toast, suggéra-t-il, à nos enfants extraordinaires. Élise accepta la flûte. Arthur et Clara. Puissent-ils toujours être aussi heureux? Ils burent en silence, regardant les jumeaux montrer avec enthousiasme à leurs amis les vrais spécimens de fossiles qu'Antoine avait obtenus du musée. Je voulais te dire, dit Antoine après un moment, l'enquête sur les activités de Stéphane et Céline est enfin terminée. Leur condamnation est le mois prochain. Élise hocha la tête. La procédure judiciaire avait été longue, révélant une fraude encore plus étendue que ce que l'on soupçonnait au départ. Ont-ils donné une explication sur pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi t'ont-ils ciblé spécifiquement? L'expression d'Antoine se durcit légèrement. Stéphane a finalement admis qu'il s'était rendu compte que tu étais sur le point de découvrir des irrégularités dans les données de recherche, expliqua Antoine. Et il savait que ta rigueur scientifique finirait par exposer les raccourcis qu'il prenait. T'écarter était un acte d'auto-préservation. Et Céline? L'expression d'Antoine se durcit. Apparemment, elle a toujours eu du ressentiment pour notre relation. Elle a vu le complot de Stéphane comme une opportunité d'obtenir ce qu'elle désirait depuis l'université. La richesse et le statut d'une chevalier. Élise absorba cette information pensivement. C'est étrange de penser à quel point tout aurait pu être différent si tu m'avais seulement écouté cette nuit-là. Je sais, reconnut Antoine avec un regret évident dans la voix. Il ne se passe pas un jour sans que je n'y pense. Si je pouvais changer un seul moment de ma vie, ce serait celui-là. Et pourtant, songea Élise, regardant le joyeux chaos de la fête d'anniversaire de ses enfants, voudrions-nous le changer? Phénix n'existerait pas. Tes parents n'auraient pas Geneviève pour les terroriser avec ses opinions brutalement honnêtes. Elle sourit légèrement. Le docteur Bernard et moi n'aurions pas révolutionné les protocoles de traitement du cancer. Un côté positif à mon erreur catastrophique, suggéra Antoine avec un sourire d'autodérision. Peut-être, acquiesça-t-elle, bien que le coup ait été énorme. Leur conversation fut interrompue par Alexandre, qui s'approcha avec une expression désolée. Je suis désolé d'interrompre, mais Arthur insiste sur le fait que seul un médecin peut examiner correctement sa nouvelle collection de fossiles pour en vérifier l'exactitude scientifique. Apparemment, mes qualifications de chirurgien me valent cet honneur. Antoine rit. Tu ferais mieux de ne pas le faire attendre. Il prend ses fossiles très au sérieux. Alors qu'Alexandre s'éloignait, Antoine regarda entre lui et Élise avec des yeux sages.
C'est un homme bien, observa Théil d'un ton neutre. Oui, acquiesça simplement Élise. Les jumeaux sont à l'aise avec lui, continua Antoine avec précaution. Ils ont mentionné qu'il les emmenait parfois en promenade le samedi. C'est vrai, confirma Élise. Il a été un bon ami. Antoine étudia son expression. Juste un ami? Élise le regarda droit dans les yeux. Nous prenons notre temps. Les enfants sont ma priorité, comme il se doit. Mais Élise, la voix d'Antoine était douce mais ferme. S'il te rend heureuse, ne laisse pas le passé, notre passé, se mettre en travers. La simple sincérité de sa déclaration toucha Élise de manière inattendue. C'était un autre témoignage de combien Antoine avait changé la capacité de souhaiter sincèrement son bonheur, même avec quelqu'un d'autre. Plus tard dans la soirée, après que les derniers invités furent partis et que les jumeaux dormaient dans leur chambre chez Antoine, les adultes se rassemblèrent dans le jardin. Geneviève et les chevaliers aînés étaient engagés dans un débat animé sur les approches éducatives tandis que le docteur Bernard partageait des histoires de ses débuts en recherche. Alexandre s'assit à côté d'Élise, leurs mains se frôlant occasionnellement d'une manière qui suggérait une intimité croissante. Antoine, notant cela, sourit pour lui-même avant de reporter son attention sur la conversation. Alors que minuit approchait, Geneviève annonça qu'il était temps pour eux de partir, déclenchant un mouvement général. Pour terminer la soirée, les jumeaux resteraient avec Antoine jusqu'au lendemain matin, conformément à leur routine établie. Je t'accompagne à la porte, proposa Alexandre alors qu'Élise rassemblait ses affaires. Sur le pas de la porte, loin des autres, il hésita. Je voulais te demander quelque chose. Élise le regarda avec attente. Il y a une conférence médicale à Genève le mois prochain, expliqua-t-il. 3 jours. Je me demandais, peut-être envisagerais-tu de venir avec moi. Nous pourrions prolonger d'une semaine, visiter la ville. L'invitation resta en suspens entre eux. Pas seulement une offre de voyage, mais un pas vers une définition plus claire de leur relation. Je devrais voir avec Antoine pour les jumeaux, commença Élise avec prudence. Je l'ai déjà fait, admit Alexandre avec un sourire timide. Il m'a assuré qu'il pourrait ajuster son emploi du temps pour les avoir cette semaine-là. Le docteur Bernard a également proposé son aide. Élise haussa un sourcil. Tu as manigancé tout ça? J'ai attendu, corrigea doucement Alexandre. Je sais à quel point les jumeaux sont importants pour toi. Je ne suggérerai rien qui compliquerait leur vie. La prévenance derrière son attention, non seulement pour elle mais pour toute la famille complexe qu'elle avait construite, toucha profondément Élise. Mais Genève semble merveilleux, dit-elle finalement, s'autorisant à accepter. La possibilité d'un bonheur personnel qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou la rédemption. Le lendemain matin, Antoine préparait le petit déjeuner tandis que les jumeaux racontaient avec énergie leur moment préféré de la fête. Élise arriva pour les chercher, accompagnée d'Alexandre, qui avait proposé de les conduire à leur club de sciences du week-end. Tandis que les adultes supervisaient le rangement du petit déjeuner, un moment inattendu d'harmonie s'installa dans la cuisine. Antoine et Alexandre discutaient des intérêts éducatifs des jumeaux. Élise organisait l'emploi du temps de la semaine. Tous opéraient avec le rythme confortable de personnes qui avaient trouvé un moyen de placer les besoins des enfants au-dessus de tout le reste. Alors que les jumeaux se précipitaient pour aller chercher leur projet scientifique, Antoine profita de l'occasion pour parler à Élise en privé. « Je voulais te remercier, dit-il à voix basse. »« Pourquoi ?» demanda Élise, sincèrement perplexe. « De m'avoir permis de faire partie de leur vie, » expliqua Antoine. « De ne pas avoir laissé l'amertume te consumer alors que tu en avais tout à fait le droit. » Élise considéra ces mots attentivement. « Sais-tu quel était le vrai secret? Ce qui t'a finalement brisé. » Antoine attendit. « Ce n'étaient pas les jumeaux, » continua-t-elle. « Ce n'étaient pas les laboratoires Phénix ou la révélation des plans de Stéphane. C'était de te montrer que la rédemption était possible, mais que le pardon devait se mériter chaque jour. L'homme qui m'a mise à la porte cette nuit-là n'aurait jamais compris ça. L'homme qui se tient devant moi maintenant, si.
Ces mots n'avaient aucune méchanceté, juste une reconnaissance de la vérité. Antoine hocha lentement la tête, acceptant à la fois l'évaluation et la reconnaissance implicite qu'il avait en effet changé. « Maman, papa, on est prêt ?» appela Clara depuis le couloir, où elle et Arthur attendaient avec leur sac à dos et leurs projets scientifiques. Alors qu'ils se déplaçaient pour rejoindre les enfants, Antoine demanda doucement « Es-tu heureuse, Élise ?» « Vraiment ?» Elle regarda Alexandre, qui aidait Arthur à ajuster son diorama de dinosaures, puis de nouveau les jumeaux, en bonne santé, brillants et entourés de gens qui les aimaient. Enfin, elle se considéra elle-même la femme qui était passée de sans-abri à la tête d'un empire pharmaceutique, qui avait élevé seule des enfants extraordinaires, et qui avait maintenant trouvé une résolution pacifique à ce qui semblait autrefois une trahison impardonnable. « Oui, » répondit-elle. « Honnêtement. Pas de la manière que j'avais imaginé autrefois, mais peut-être d'une manière meilleure que je n'aurais pu le prévoir. » Alors qu'ils se préparaient à se séparer, les jumeaux partant avec Élise et Alexandre pour le club de sciences, Antoine se dirigeant vers une réunion d'entreprise, Arthur s'arrêta soudainement. « Là, attendez, » dit-il sérieusement. « On a oublié quelque chose d'important. » Les adultes échangèrent des regards inquiets. « Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» demanda Élise. « Notre photo de famille, » expliqua Arthur, en montrant l'appareil photo qui était encore sur la table de l'entrée depuis la fête. « On est censé en prendre une après chaque anniversaire. C'est notre tradition. » La simple demande de documenter leur famille non conventionnelle fit taire momentanément les adultes. Ce fut Clara qui résolut le problème pratique. « Il nous faut le retardateur, » déclara-t-elle, en configurant déjà l'appareil. Tous près du mur du jardin. Vite. Ils se rassemblèrent selon ses instructions. Antoine et Élise avec les jumeaux entre eux, Alexandre et les autres disposés autour d'eux. Alors que le retardateur décomptait, Arthur et Clara sourirent avec la joie simple d'enfants entourés d'adultes qui avaient trouvé un moyen de placer l'amour au-dessus du ressentiment, le pardon au-dessus de la vengeance. L'appareil photo cliqua, capturant un moment qui aurait semblé impossible des années auparavant. Pas une famille parfaite selon les normes conventionnelles, mais une qui avait été forgée à travers des circonstances extraordinaires en quelque chose de résilient et de réel. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Élise examinait des documents de travail pendant que les jumeaux finissaient leur devoir à sa table de salle à manger, son téléphone vibra avec un message d'Antoine. Il avait envoyé la photo de famille, accompagnée d'un simple texte. « Ce n'est pas ce que nous avions imaginé, mais c'est peut-être mieux que ce que nous avions prévu. Merci de m'avoir montré que la vengeance la plus puissante n'était pas la destruction, mais la création. » Élise étudia l'image, les visages joyeux de ses enfants, entourés de la famille élargie inhabituelle qu'ils avaient rassemblée. Antoine avait raison. La vengeance qu'elle avait finalement prise n'était pas de le détruire, lui ou son entreprise, c'était de créer quelque chose de si extraordinaire à partir des cendres de la trahison que cela avait transformé tout ce qu'elle avait touché, y compris elle-même. M.